plaisir pour moi de vous informer à travers cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a présidé ce mardi 25 juin à l'aéroport de Kavumu en compagnie de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, la cérémonie de la fermeture du bureau de la mission onusienne à Bukavu, centre névralgique de ces opérations au sud Kivu. Cette fermeture est la suite logique du processus de désengagement de la MONUSCO dans cette province, processus déclenché depuis janvier 2024. Reportage. C'est à l'aéroport de Kavumu, en compagnie de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, que la première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie de la fermeture du bureau de la mission onusienne à Bukavu, centre névralgique de ces opérations au sud Kivu. Cette fermeture est la suite logique du processus de désengagement de la mission de cette province, processus déclenché depuis janvier 2024. Il s'agit du premier voyage de la chef de l'exécutif après l'investiture du gouvernement, et le Sud Kivu a le privilège de recevoir Judith Suminwa lors de son premier déplacement officiel hors de la capitale. Au cours de cette cérémonie, la MONUSCO a fait don d'actifs d'une valeur de 10 millions de dollars américains aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais. La mission a également transféré aux forces armées de la RDC un hélicoptère nouvellement construit et une base à Rutemba, près d'Uvira, d'une valeur de 1,5 million de dollars. La fermeture du bureau du Sud Kivu de la MONUSCO est l'aboutissement d'un long processus. Au fil des années, la mission s'est retirée progressivement de plusieurs provinces. Le dernier retrait était en juin 2022 de la province du Tanganyika. En ligne avec la demande de retrait accéléré de la mission exprimée par son Excellence, le président Tshisekedi, à la 78e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023, la MONUSCO et le gouvernement ont élaboré ensemble et signé le 21 novembre 2023 une note sur le désengagement de la MONUSCO. Cette note, qui contient un plan de retrait et un chronogramme sur le désengagement, a été entérinée par le Conseil de sécurité le 19 décembre 2023 dans sa résolution 2717. Par la même occasion, le Conseil a décidé que la mission retirerait sa force du Sud Kivu d'ici à la fin avril 2024, limitant ainsi le mandat de la mission aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. Avec le départ de la mission du Sud Kivu, le gouvernement assume ses fonctions régaliennes pleinement, en particulier celles relatives à la protection des civils et à la restauration de son autorité. Je tiens à rappeler que le départ de la MONUSCO du Sud Kivu ne signifie absolument pas un départ des Nations unies. Les agences Fonds et Programmes vont poursuivre leur travail au profit de la population congolaise selon leurs mandats respectifs. Notez qu'à partir du 1er juillet 2024, une équipe résiduelle de 34 civils restera au Sud Kivu pour aider les agences Fonds et Programmes des Nations Unies à maintenir les réseaux d'alerte communautaire, la protection des enfants et les dialogues avec les communautés. Et avant de prendre son avion pour Bukavu, Madame le Premier ministre Judith Suminwa a procédé lundi à la clôture de l'atelier sur l'apport du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Suivez. Initiée par les ministres de la Recherche scientifique et celui de l'Industrie, cette rencontre fait suite au conclave du Génie scientifique congolais organisé en août 2023 et qui visait la promotion des inventions et des innovations Made in Congo. Au cours de cet atelier, 11 projets novateurs des chercheurs congolais ont été présentés à l'assistance, parmi lesquels des inventions qui s'arriment avec le plan d'action du gouvernement Suminwa afin de créer plus d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat et de renforcer l'efficacité des services publics en RDC. Il s'agit notamment de la solution numérique pour la dématérialisation des procédures comptables, fiscales et douanières proposées pour faire valoir le dispositif électronique fiscal et l'usine pilote de production de la farine de manioc panifiable. L'intelligentsia congolaise a reçu des mains de la première ministre des brevets, histoire de les encourager pour leur apport dans le développement du pays.
Dans son mot de clôture, la chef du gouvernement a loué la force productive des inventeurs congolais avant de rappeler l'importance que le chef de l'État accorde à ces secteurs. Innovation qu'on a au niveau du pays, et si on arrive à les démultiplier sur l'étendue du territoire, je pense qu'en termes de contribution d'emploi, on en aura suffisamment pour atteindre notre cible. Et pour ça, c'est vrai que le gouvernement va s'impliquer, mais nous ne pourrons pas le faire sans le secteur public. Et c'est là où je souligne, messieurs et mesdames de la Fédération des entreprises du Congo, de pouvoir aussi nous soutenir, parce que c'est avec l'investissement privé que nous pourrons y arriver. Pour cela, le gouvernement s'engage en termes d'amélioration du climat des affaires, de permettre à l'investissement privé local pour commencer, et peut-être aussi étranger, de pouvoir nous accompagner dans le développement de notre pays. Elle a par ailleurs annoncé que toutes les conclusions et recommandations découlant de cet atelier seront versées notamment en commission interministérielle en charge du secteur productif pour une analyse approfondie avant de pouvoir prendre des décisions en Conseil de ministres. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite de centres des différents inventeurs. La chef de l'exécutif national leur a promis son implication personnelle pour la concrétisation de leurs projets. Les sénateurs sont conviés à prendre part à une plénière ce mercredi 26 juin dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Selon un communiqué dévoilé lundi et signé par le secrétaire rapporteur du bureau provisoire, Ivan Kazadi-Kankonde, 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir la communication du bureau relative aux correspondances sur les cas d'incompatibilité avec la qualité de sénateur et la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. La convocation de cette plénière fait suite au dépôt du rapport de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat. En Norvège, où séjourne la ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudia, au cours d'un forum plaidé pour l'organisation prochaine de l'OTF en RDC, la RDC seule ne peut pas faire face à la destruction de ces écosystèmes causés par les violences armées, a-t-elle dit, dénonçant l'appui indirect de la communauté internationale dans la destruction du parc de Virunga. Communauté locale, propriétaire des forêts, mais aussi gardien de ces forêts. Quand je parle de la communauté locale, y compris les peuples autochtones. C'est pourquoi, dans notre approche gouvernementale, nous avons lié les besoins des questions environnementales à l'économie pour amener la population au développement durable. Vous savez que nos ressources naturelles, au moment où nous parlons, minute par minute, seconde par seconde, 24 sur 24, continue à rendre service à l'humanité. C'est pourquoi nous parlons de la RDC, pays solution. Mais entre-temps, cette population qui vit dans la forêt et qui se nourrit de la forêt a besoin d'avoir les moyens de l'alternative pour son vécu quotidien. Et nous en appelons donc à tous les pays du monde qui considèrent que la RDC est réellement le pays solution et l'un des poumons du monde, de protéger ces poumons du monde. Nous faisons face à la situation de lutte contre la pauvreté, je vous l'ai dit. Nous avons besoin de moyens sécurisés. Des moyens sécurisés qui nous permettent nous-mêmes à financer nos propres projets d'adaptation et nos propres projets d'atténuation. Lorsque je parle de moyens sécurisés, il s'agit de l'alternative à donner à ces forêts. Nous parlons essentiellement des marchés de crédit carbone qui doit être revu. Le prix de la tonne de carbone doit être revu à la hausse proportionnellement aux services rendus à l'humanité. Cela nous permettra donc de rendre service aussi à notre population locale. La deuxième chose, pendant que la RDC se bat pour protéger la nature, je dis protéger la nature, c'est se protéger soi-même, il est demandé à la République démocratique du Congo de protéger son potentiel environnemental pour les besoins de l'humanité, mais nous faisons face à des agressions. Nous faisons face au terrorisme. Et le terrorisme a beaucoup d'impact. L'action nationale que nous faisons a de l'impact au niveau mondial. C'est-à-dire, sans les forêts de la République démocratique du Congo, on ne peut pas avoir une seule goutte de pluie dans toute la partie est du pays. En commençant par le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée. Et nous sommes une source de Nil. Et l'Égypte aussi va en pâtir s'il n'y a pas de forêt de la République démocratique du Congo.
Mais entendez-vous bien, ça fait plusieurs décennies aujourd'hui que la RDC fait face au terrorisme et soutenue justement par les pays qui bénéficient de l'apport de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda. Coup d'État étouffé du 19 mai au cours de la 4e séance de ce procès des 51 accusés de ces attaques contre la résidence du président de l'Assemblée nationale et du Palais de la Nation. Le tribunal a rendu un jugement avant de dire le droit, rejetant les mémoires uniques des prévenus et décide de traiter le fond de l'affaire. Le tribunal a déclaré irrécevables les requêtes concernant la restitution des objets non saisis et la libération de la résidence ayant abrité Christian Malanga et ses complices. Le point dans cet élément signé chez Aletoko. Lors de l'audience de ce mardi 25 juin 2024 à la prison militaire de Ndolo, au cours de la 4e séance du procès de 51 accusés des attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe et le Palais de la Nation, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit, rejetant les mémoires uniques des prévenus et décidant de traiter le fond de l'affaire. Le tribunal a déclaré irrécevable les requêtes concernant la restitution des objets non saisis et la libération des résidences ayant abrité Malanga et ses complices. Pour ce qui est le déclinatoire de compétences, bien que recevable en forme, il a été jugé non fondé, confirmant ainsi la compétence du tribunal. Les moyens tirés du rejet des irrégularités de procès-verbaux dressés à la phase préjuridictionnelle ont été jugés recevables, mais non fondés, à l'exception des PV d'audition de Jean-Jacques Wondo, dont les déclarations seront exploitées uniquement à titre de renseignement. Concernant donc ces experts militaires belges, le tribunal militaire de garnison de la Gombe a relevé des lacunes dans les PV d'audition des renseignements militaires et a décidé d'exploiter ces déclarations uniquement à titre de renseignement. Le tribunal s'est aussi prononcé sur le prévenu qui s'est présenté comme le fils du pasteur Bokondoa, responsable de l'église du Christ au Congo. Les juges de tact d'usurpateur du nom de ce pasteur, son vrai nom est plutôt Kazadi Yav David. Notez que toutes les demandes de liberté provisoire présentées par les prévenus ont été rejetées. Maintenant, les accusés en détention durant la poursuite de l'instruction. Le tribunal a ordonné la poursuite de l'instruction au fond de l'affaire. Ainsi, l'audience a été suspendue et renvoyée au lundi 1er juillet à 9h30. La situation d'insécurité qui gangrène la partie est de la RDC inquiète plus d'un Congolais, d'où cette proposition du président de l'Unité des valeurs, Maître Michel Okongo, propose que notre pays soit doté d'une bombe atomique pour pacifier définitivement sa partie est. Suivez-le au micro de Richie Matomina. Face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le président de l'Unité de valeurs, Michel Okongo, propose que notre pays soit doté d'une bombe atomique pour mettre fin à l'insécurité comme instrument de dissuasion et pour la légitime défense. C'est à la fois une solution et une proposition. Une proposition pour recouvrer la paix et retrouver l'insécurité que nous avons perdue, parce que vous savez que le Congo, aujourd'hui, n'a plus de souveraineté. Notre souveraineté est aujourd'hui hypothéquée par les États-Unis d'Amérique, le Rwanda, l'Ouganda et tous les pays agresseurs qui viennent piller chez nous, massacrer et faire tout ce qu'ils veulent. Nous avons proposé, quand j'ai dit nous, c'est en association avec le peuple congolais, que notre pays, notre armée soit dotée d'une bombe atomique pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Nous ne serons pas les premiers à le faire. Les États-Unis en 1945, lorsque leurs intérêts étaient menacés, lorsque les États-Unis étaient menacés, ils avaient recouru à la bombe atomique avec l'uranium de chez nous, tiré à la mine de Chikologo. Mais aujourd'hui, nous avons les scientifiques qui sont ici des universités de Kinshasa et de Lubumbashi, donc les polytechniciens. Nous avons également les personnels qui travaillent à la centrale nucléaire qui est chez nous ici, mais aussi les ingénieurs de l'ISTA. Donc l'ensemble de tous ces cerveaux-là feront en sorte que notre pays soit doté d'une bombe atomique comme instrument de dissuasion, mais aussi un instrument pour la légitime défense. Voilà ce que je voulais dire aux Congolais.
Et puis l'épidémie de monkeypox, autrement dit variole de singe, a été déclarée dans le nord Kivu en ville de Goma, notifiée dans la zone de santé de Goma et Nyiragongo. Cette épidémie a été enregistrée depuis le 2 juin 2024, indique le communiqué du gouvernement provincial du nord Kivu, lu par la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de la santé, Priska Luanda Kamala. Elle dit au micro de notre correspondant Joël Kamap. Chère population du Nord Kivu, chers compatriotes, le gouvernement provincial du Nord Kivu porte à votre connaissance qu'un cas de la maladie monkeypox ou variole des singes a été confirmé dans la zone de santé de Karisimbi, ville de Goma, en date du 2 juin 2024. Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés, dont 1 dans la zone de santé de Karisimbi, 2 dans la zone de santé de Goma et 5 dans la zone de santé de Nyiragongo. Cette maladie est très dangereuse et extrêmement contagieuse. La présence des cas dans la ville de Goma et environ constitue une grande menace et un risque élevé de contamination pour toute la population de la ville de Goma et ses environs en particulier, et pour la population de la province du Nord Kivu en général. Pour nous protéger et protéger les personnels soignants qui est en contact direct avec les malades, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires, met en place une série de mesures de prévention. Tous, nous devons savoir que le Mpox, jadis appelé monkeypox, est une maladie dangereuse causée par un virus d'origine animale qui est évitable. Il se transmet principalement par contact direct de l'animal malade avec ou sans signe à la personne non malade, de la personne malade à la personne non malade. Elle se transmet également par contact sexuel et la mère malade peut contaminer son enfant pendant la grossesse. Le Mpox se manifeste chez les humains par une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées avec des lésions remplies de liquide et de pus qui finissent par dessécher et former des croûtes. Ces lésions débutent au niveau des paumes de main et les plantes des pieds et peuvent même se généraliser sur tout le corps. Poursuite ce mardi 25 juin 2024 à la clinique Ngaliema des travaux du 2e congrès ordinaire électif du syndicat national des infirmières et infirmiers du Congo, unique, organisé sous le thème plaidoyer pour les droits du travail des infirmiers du secteur public. Reportage Christophe Ngandou et Georges Libing. Et ça nous a donné encore... Au cours de ce 2e congrès ordinaire électif du syndicat national des infirmières et infirmiers du Congo unique, organisé sous le thème plaidoyer pour les droits du travail des infirmiers du secteur public de la RDC, le secrétaire général sortant de cette force syndicale de la santé, Joseph Kibangula Kalumba, candidat unique à ce poste à sa propre succession, a été élu à la majorité absolue avec 81,2% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'unique. Il sera secondé par 5 adjoints qui ont été aussi élus au cours de ces congrès. Dans son discours d'investiture, Joseph Kibangola s'est dit satisfait de sa réélection à la tête de l'unique et il a promis de travailler pour répondre aux attentes des infirmiers, notamment l'amélioration de leurs conditions de travail. Merci pour le renouvellement de ce mandat que nous avons déjà entamé à partir de ce jour à cause de votre détermination. C'est un mandat d'autodétermination. Il est vrai que, après avoir échangé durant toute la journée, nous vous avions présenté les difficultés et parcours. Et cela ne nous a pas découragés et je crois bien
ça ne va pas non plus nous décourager. Nous sommes déterminés à aller de l'avant pour répondre à vos attentes. Et vos attentes sont des deux grands aspects comme je l'ai évoqué. Il y a d'abord les conditions de travail. Il y a les conditions de travail, il y a la rémunération. Et ça, c'est notre combat. De leur côté, les participants se sont dit satisfaits de l'organisation de ces congrès et ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent valoriser le social de l'infirmier. Qu'on puisse quand même honorer, payer l'infirmier par rapport à ses prestations, que ses rémunérations puissent être décentes, afin qu'il puisse aussi tenir le coup. Nous demandons au gouvernement, nous les infirmiers, nous sommes vraiment marginalisés, nous sommes discriminés. Notre thème était juste le plaidoyer pour nos droits de travail. Il faut qu'ils savent que nous sommes les infirmiers, donc dans un hôpital sans infirmiers, il y aura vraiment un bon travail. Il faut qu'ils prennent compte qu'il y a des infirmiers qui arrangent nos rémunérations, ils nous payent. Il y a beaucoup d'infirmiers qui sont mal payés, qui ne sont même pas payés aussi, ils ne sont pas alignés. Dans ce deuxième congrès ordinaire électif du syndicat national des infirmiers du Congo, unique, connaît la participation des délégués venus de toutes les provinces du pays et se clôture en principe ce mercredi 26 juin 2024. Notre comité a été Et puis la police nationale congolaise, commissariat urbain de Benio-Nord Kivu, a lancé une mise en garde aux élèves finalistes qui oseront troubler l'ordre public à la fin de l'examen d'État. Il les rassure cependant sur la sécurisation tout au long du déroulement de ces épreuves. Suivez plutôt son porte-parole, Nasson Mourara Katembo. Ils doivent d'abord avoir l'esprit de responsabilité. Ils doivent savoir que l'éducation n'est pas toujours troublée. Et donc, quand les gens sont en train de passer leurs examens, ils doivent se sentir aussi à l'aise et en sécurité. Ils doivent travailler. Et nous espérons que la ville de Beni les entend et les pays tout entier les entend parce qu'ils sont responsables. D'autres vont gérer les institutions publiques et d'autres vont travailler pour le bien-être de la population. C'est pourquoi nous les encourageons à bien faire leur travail et à réussir les examens. C'est pourquoi nous, la police, nous avons des dispositifs que nous avons placés pour sécuriser ces épreuves-là. Et donc, tout celui qui viendra pour troubler l'ordre public sera poursuivi pour troubler l'ordre public. Troubler ces finalistes-là, ils seront toujours poursuivis aussi pour troubler l'ordre public. Donc, ils sachent qu'ils se préparent. S'ils sont en train de se préparer pour troubler, ils se préparent aussi à s'affronter à la police nationale congolaise. La police ne peut pas laisser ces étudiants faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils se préparent. Nous devons sécuriser ces élèves pour qu'ils finissent leurs examens à toute quiétude. Lutte contre les nuisances sonores en RDC. L'instruction donnée au procureur général par le ministre d'État de la Justice d'ordonner au procureur général de la Cour de cassation de prendre des mesures judiciaires contre les auteurs des nuisances sonores fait parler d'elle-même. Junior Bolafa et Lola Kinyama ont tendu les micros à certains Kinois. Ils en appellent au suivi des décisions déjà prises par ses prédécesseurs. Les Quinois réagissent à l'instruction du ministre de la Justice ordonnant au procureur général de la Cour de cassation de prendre des mesures judiciaires contre les auteurs de nuisances sonores. Ici, dans le souci de faire respecter la réglementation en vigueur. Toujours été comme ça. Mais c'est question maintenant de suivi. À l'époque de Kimbuta, on n'avait plus de telles décisions. Il faut suspendre des échos sonores. La nuit, les gens dorment et il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes qui nuisent aussi à la santé. Mais est-ce qu'il y aura maintenant une suivi? On peut prendre une décision. Ici, il n'y a pas de suivi. Donc, cette décision sera anéantie par la population elle-même. Et je ne sais pas la langue parce que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais elle reste au-dessus de la loi. Je pense bien qu'il doit au moins appliquer la loi et les règles normales de son métier. Non, moi, je ne pense pas qu'il a exagéré. Il est dans le pas de ceux qui l'ont précédé. Parce que je dis qu'à l'époque de Kimbuta, on avait peu de telles décisions aussi. Hein? Donc, il est dans le pas des prédécesseurs.
Il n'a pas exagéré du tout, mais c'est ce que nous demanderons, qu'il y ait de suivi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Eux-mêmes, les autorités, sont censés de commencer d'abord, eux-mêmes de commencer à obéir ces règles, ces normes-là. Et la population va suivre. C'est une décision encouragée, sauf que ces décisions aussi doivent être mieux encadrées, parce que vous avez vu que ce n'est pas la première fois qu'on prend une telle décision. Par les passés aussi, il y a eu certaines autorités qui avaient pris une telle décision, sauf que elles ne sont pas arrivées à sa fin, parce qu'il n'y a pas eu une certaine sévérité, c'est-à-dire une certaine rigueur dans ce qu'ils disent. Rappelons que l'article 1er du décret numéro 14/012 portant réglementation de la production sonore du 8 mai 2014 dispose ce qui suit. Il est interdit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de se livrer à toute activité susceptible de créer ou de provoquer des bruits qui, par leur intensité, leur fréquence et leur répétition, sont constitutifs des nuisances sonores. Au moins 5 personnes ont péri ce mardi 26 juin au Kenya lors de la manifestation antigouvernementale qui ont causé le chaos dans la capitale Nairobi, où des prestataires ont forcé les barrages de la police et pénétré dans le Parlement. Selon un communiqué de plusieurs ONG, dont Amnesty Kenya, 5 personnes ont été tuées par balle, 31 blessées lors de cette journée de mobilisation à travers le pays contre les projets des nouvelles taxes du gouvernement actuellement débattus au Parlement. C'est un récit signé Maxime Macab. Quelques jours après la constitution du mouvement de protestation antigouvernementale dénonçant notamment la future instauration d'une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers, la tension est progressivement montée ce mardi 25 juin dans le centre d'affaires de Nairobi, où s'était né un nouveau rassemblement d'occupés parlementaires ont éclaté la mi-journée après deux manifestations ont progressé dans une zone abritant plusieurs bâtiments officiels, parmi eux le Parlement, la Cour suprême ou la mairie de Nairobi. Ainsi, les manifestants ont ensuite forcé les barrages de la police pour pénétrer dans l'enceinte où les députés venaient d'approuver les amendements au texte qui doit être voté d'ici le 30 juin. Incendie était signalé dans l'enceinte du Parlement où la police s'est servie d'un camion en eau pour éteindre les flammes dans le bureau du gouverneur de Nairobi. 3 camions de l'armée ont également acheminé des renforts pour sécuriser les abords du Parlement où des dizaines de manifestants faisaient face aux forces de police. À en croire les organisations de la société civile kenyane, le bilan a fait état de 5 morts et plusieurs blessés. C'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière.